Je remercie tout le monde, à vous toutes et tous, d'être ici sur ce premier webinaire. Je vais essayer de ne pas parler trop vite, mais on a pas mal de choses à voir. Et puis, je vais faire comme Martin, je vais demander d'être un peu indulgent, tant sur la présentation que sur ce qui va être dit, puisque c'est le premier webinaire qu'on essaye de lancer sur la. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était de parler de cette réforme anti-endommagement qu'on appelle réforme DT, DICT, donc déclaration de projet de travaux pour DT et déclaration d'intention de commencer les travaux. Donc, le plan que je vous propose, c'est de faire un petit point de contexte, puis revenir sur cette réglementation donc, qui date de 2012, donner quelques éléments sur les réseaux et sur le guichet unique qui est le point central de cette réforme, et d'aborder ensuite le rôle et les obligations des différents acteurs, que ce soit les responsables de projet, les exécutants de travaux ou les gestionnaires de réseau. Voilà, donc pour commencer sur le contexte, il faut savoir qu'en France, on dispose d'un très grand linéaire de réseau et qui a pour principale caractéristique d'être assez mal cartographié. Donc quand on parle d'un grand linéaire de réseau, c'est à peu près 5 millions de kilomètres et dont les 2 tiers sont enterrés ou subaquatiques et un tiers qui est aérien. Sur ces réseaux, on va distinguer 2 types quand on s'intéresse à la sécurité. Des réseaux qui sont dits sensibles, c'est tout ce qui va concerner l'électricité, le gaz, les matières dangereuses, réseaux de chaleur, etc. Et depuis peu, les digues, donc les ouvrages de protection contre les inondations. Ces réseaux sensibles représentent à peu près 40% des réseaux. Et puis, à côté de ces réseaux sensibles, on va trouver le reste des réseaux qui sont des réseaux dits non sensibles, qui vont consister essentiellement en tout ce qui est réseau de communication électronique, l'eau et l'assainissement. Alors, outre leur existence, ces réseaux sont des dangers et sont des obstacles dès qu'on va faire des travaux, parce que dès qu'on va creuser, on va potentiellement toucher, arracher, endommager ces réseaux. Alors, quand on parle de danger ou de dommages, en 2016, c'est à peu près 65 000 dommages qui ont été faits au réseau. Donc, c'est un nombre qui est relativement conséquent, qui a tendance à baisser un petit peu depuis la réforme, mais qui est encore quand même très élevé. Et quand on parle de dangers, c'est des dangers qui peuvent concerner ou les intervenants, donc les entreprises qui vont faire les travaux, ou les riverains. Et ces risques vont être différents en fonction du type de réseau. Si on est sur des réseaux électriques, vous imaginez bien, quand on va casser ce réseau, on a des risques de brûlure, d'électrification. Quand on est sur des réseaux de gaz, on a des problèmes d'explosion, d'intoxication, etc., etc. À titre d'exemple, j'ai rappelé quelques accidents relativement graves qui se sont produits. À Lyon, en 2008, sur le boulevard Lafayette, une canalisation de gaz qui a été touchée par une pelle mécanique lors des travaux. Donc, ça s'est soldé par un mort et 40 blessés. À Niort, en 2007, pareil, une canalisation de gaz qui a été touchée, qui a entraîné l'explosion d'un pavillon. Et puis, on peut citer d'autres accidents ou incidents un peu moins graves, comme à Vélizy en 2011, donc où il y a eu une rupture et un arrachage de fibres optiques qui ont entraîné des coupures sur les sites internet du ministère de la Défense, de grandes enseignes, etc. Vous voyez que les dangers, ce n'est pas quelque chose qui est une simple vue de l'esprit, c'est des dangers qui sont vraiment réels. Donc voilà très rapidement le contexte. Alors, pour essayer de limiter ces dangers, une réforme a été mise en place à partir de 2010 et qui rentre en application en 2012. Donc c'est ce qu'on va voir, c'est cette réglementation de 2012. Donc cette réglementation, elle a 4 objectifs principaux. Le premier, c'est de recenser tous les exploitants. Alors, pour recenser ces exploitants, donc on a mis en place un guichet unique où chaque personne qui va gérer des réseaux doit se faire recenser sur ce guichet unique. Le deuxième objectif, c'était essayer de prévoir une sécurité dès en amont, très en amont sur les projets, et d'arriver à prendre en compte
tous ces réseaux directement dès la phase de conception du projet, quel qu'il soit. Le troisième point, c'était essayer d'améliorer la cartographie. Donc pour ça, l'ensemble des réseaux, qu'ils soient sensibles ou non, ont été classés en classe A, B, C. J'y reviendrai un peu pour leur précision. Et puis, on va imposer à l'ensemble des gestionnaires de réseau de géoréférencer leurs plans. Et enfin, donc, comme il faut que l'ensemble des acteurs soient formés, le quatrième axe de cette réforme, c'était d'améliorer les compétences, donc de dispenser des formations à l'ensemble des acteurs et puis attester que ces formations avaient été faites avec ce qu'on appelle l'AIPR, donc l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux. Donc ça, c'est les 4 objectifs principaux. À qui ils s'adressent? Ils vont s'adresser à tous les acteurs des travaux. Donc, j'ai essayé de représenter un petit peu comment ça fonctionne, ce système-là, sur cette diapositive. Donc, on va avoir un responsable de projet, donc, qui va être un maître d'ouvrage ou un maître d'œuvre, qui va devoir faire des travaux. Donc, la première chose à faire, ça va être via le site, le guichet unique, je reviendrai aussi dessus, va regarder sur ce site, sur son emprise de travaux, s'il y a des exploitants de réseau. Une fois qu'on a vu quels exploitants de réseau étaient sur l'emprise du chantier, on va faire une DT, donc une déclaration de projet de travaux, qu'on va envoyer à l'exploitant des réseaux. Donc sur cette DT, donc on va simplement informer les exploitants en disant je viens faire des travaux ici, je vais creuser à proximité de vos réseaux. Veuillez s'il vous plaît m'envoyer tous les plans et les informations que vous avez concernant vos réseaux. Donc, c'est ce que font les exploitants, vont répondre, envoyer les plans et les classes de leur réseau aux responsables de projet via un récépissé. Le responsable de projet qui a fait ça à la conception de son projet va ensuite envoyer tous ces éléments à l'exécutant des travaux, donc l'entreprise de travaux publics ou la régie si on fait des travaux en régie. Avant de commencer les travaux, d'exécuter les travaux, il y a de nouveau un échange avec l'exploitant de réseau via une DICT, déclaration d'intention de commencer les travaux, où on en connaît un peu plus sur la méthode qui va être utilisée pour faire les travaux, sur le planning. Donc, on renvoie tout ça à l'exploitant de réseau. Et l'exploitant de réseau va retourner des compléments d'information sur la sécurité à prendre en compte pour faire ses travaux, ou s'il a des réseaux qui ne sont pas bien localisés, il va demander à l'exécutant de travaux de faire un complément de localisation pour être sûr et certain de savoir où passent ses travaux. Une fois, là aussi vient un récépissé, une fois que l'exécutant des travaux aura connaissance de ces éléments-là, il pourra engager ses travaux. Alors, il y a un petit cas particulier, c'est quand le maître d'ouvrage, le responsable de projet, travaille en régie, donc va exécuter lui aussi les travaux. Donc, dans ce cas-là, on va parler d'une DT-DCT conjointe et c'est le responsable de projet qui va envoyer en une seule fois les documents, donc qui s'appelle DT-DCT conjointe, à l'exploitant de réseau qui va renvoyer ces éléments. Voilà. Donc, on pense bien quand le responsable de projet, c'est le même que l'exécutant de travaux, donc on fait une DT-DCT conjointe. Voilà, je reviendrai en détail un peu sur ce processus. Donc, cette réforme s'intéresse à tous les acteurs des travaux et va concerner tous les réseaux, qu'on soit en domaine public ou en domaine privé. Dès qu'on va devoir travailler à proximité de réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques, il va falloir donc qu'on fasse CDT, DICT. Alors, ça concerne aussi bien les réseaux sensibles, qu'on a vu tout à l'heure, dont les digues, que les réseaux non sensibles, donc tout ce qui est télécommunications, eau potable, etc. Tous les acteurs, tous les réseaux, et pour pratiquement tous les types de travaux. En tout cas, dès que vous allez faire des travaux avec des fouilles, ou dès que vous allez faire des travaux à proximité de réseaux aériens, comme on voit sur ces photos ici, vous allez devoir passer par une DT, DICT. Alors, j'ai dit que c'est tous les travaux ou presque. On a quand même quelques cas, des exemptions qui sont très limitées et qui sont reprises dans les guides.
Premier cas où vous n'êtes pas obligé de faire une DTD-ICT, c'est quand vous allez faire des travaux sans fouille, ni compactage du sol, ni surcharge, etc. Des travaux qui pourraient endommager les réseaux souterrains. Par exemple, vous voulez reboucher des trous sur une digue, vous pouvez là le faire sans passer par une DTD-ICT. Quand vous faites des travaux en sous-sol à l'intérieur de tubes, que vous passez d'autres réseaux dans des réseaux préexistants, là aussi, vous pouvez vous exempter de DTD-ICT. Bon, c'est rare quand on travaille sur des rivières. Quand on va poser des clous, des chevilles, donc on va faire des fixations qui vont avoir une longueur inférieure à 10 cm et de diamètre inférieur à 2 cm, et qu'on est à plus d'1 mètre d'affleurant, là aussi, on est dispensé de DTD-ICT. Qu'est-ce que c'est qu'un affleurant? C'est des systèmes qui vont montrer, donc qui vont localiser des réseaux qui sont souterrains. Par exemple, ici, vous voyez, ce panneau jaune ici et ce petit point jaune là, donc ça matérialise un réseau de gaz qui va passer en terre ici. Donc si vous êtes à plus d'1 mètre de ces panneaux ici, là, et que vous mettez donc des clous, des chevilles, des choses qui sont inférieures à 10 cm, là aussi vous pouvez vous exempter de DTD-ICT. Donc il y a enfoncé donc, tous ces petits clous dans le sol, pas de DTD-ICT, et si vous faites des remplacements, là aussi à plus d'1 mètre d'un affleurant, comme ça, remplacement de poteaux à l'identique, sans creuser plus que ce qui avait déjà été fait au préalable, et que vous soyez à moins de 40 cm de profondeur, vous pouvez aussi vous exempter de DTD-ICT. Par exemple, un panneau d'information pédagogique au bord d'un cours d'eau que vous voudriez remplacer, si vous reprenez simplement cette embase ici, que vous recreusez sur l'embase, sans l'agrandir ni l'approfondir et qu'elle soit à moins de 40 cm de profondeur, vous n'êtes pas obligé de faire une DTD-ICT. Tout ce qui est travaux horticoles et agricoles réalisés à moins de 40 cm de profondeur, vous n'êtes pas obligé de faire de DTD-ICT. Alors attention, une question qui est souvent posée, c'est quand on fait un curage, par exemple, d'un fossé agricole, ce n'est pas considéré comme des travaux agricoles. Donc un curage de fossé agricole, normalement, vous êtes obligé de faire une DTD-ICT. Sixième point d'exemption, c'est quand on va faire des travaux, par exemple, qui sont à plus de 5 mètres d'une ligne aérienne haute tension ou à plus de 3 mètres d'un réseau basse tension, on en est aussi exempté. Par exemple, de l'abattage d'arbres sans réseau aérien à proximité, pareil, pas besoin de DTD-ICT. Et quand on est en domaine privé, donc dans une enceinte fermée, avec tous les plans de récollement disponibles aussi, c'est un point d'exemption. Mais on est surtout concerné quand on fait des travaux en rivière par cette partie ici, et puis par le remplacement de poteaux, de poubelles, de tables au bord des cours d'eau qui peuvent être mis. Voilà. Alors, donc j'ai parlé un petit peu de cette autorisation d'intervention à proximité des réseaux. Donc c'est un élément qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2018. C'est l'attestation que vous avez bien suivi et réussi une formation pour préparer ou engager des travaux en bordure de réseaux, quels qu'ils soient. Donc cette AIPR, elle est valable 5 ans, elle est délivrée par votre employeur et vous devez passer un QCM dans un centre agréé. Et à la réussite de ce QCM, vous avez plein de questions justement sur qu'est-ce qu'on doit faire quand on intervient à proximité des réseaux, comment on les prend en compte, etc. Donc, vous avez votre validation d'AIPR. Alors, on a 3 niveaux de compétences sur l'AIPR. Quand vous avez des travaux programmés, les concepteurs, au moins un des concepteurs de l'équipe de conception doit avoir cette AIPR. Les gens qui vont travailler sur les chantiers doivent aussi avoir l'AIPR pour les encadrants et certains conducteurs d'engins, en général les pelles mécaniques, doivent aussi avoir cette AIPR. Alors, ça c'est pour les travaux programmés. Quand on est sur des travaux urgents, j'y reviendrai aussi, l'ensemble des personnes qui travaillent sur le chantier doit disposer de son AIPR. Voilà, en quelques mots, l'AIPR.
Alors, je vous ai mis aussi ici les principaux textes réglementaires et outils, donc on ne va pas s'étaler là-dessus, simplement que vous allez retrouver toute cette réglementation dans le Code de l'environnement, hein, sur les articles 554.1 à 554.38. Il y a un arrêté important du 12 février 2012 qui va préciser toutes les dispositions qu'on va retrouver dans le Code de l'environnement. Et puis, sur le guichet unique, vous allez trouver aussi un guide d'application de la réglementation qui est entré en vigueur en janvier 2017 avec plusieurs fascicules. Un premier fascicule qui vous explique toute la réglementation. Deuxième fascicule qui est un guide technique qui explique comment faire les travaux quand on est à proximité des réseaux et quelles précautions prendre. Et le fascicule 3, donc, qui va donner tous les formulaires, en particulier les formulaires CERFA, et qui explique comment on les remplit. Là aussi, j'y reviendrai. Voilà, donc sur cette réforme anti-endommagement, bon, j'ai fait un petit chronogramme aussi où on voit bien que c'est une réforme donc, qui a été mise en place dans le Grenelle de l'environnement, le Grenelle 2. Hein. Vous vous souvenez, pour les gens les plus anciens, ce Grenelle-là qui devait révolutionner complètement l'environnement, et on ne voit pas trop ce que ça a amené aujourd'hui. Donc voilà, il y a des choses concrètes qui en sont sorties, comme cette réforme anti-endommagement qui a été mise en place en 2012. Et puis, donc, l'intégration des digues dans les DICT, donc, qui date de 2016. Puis derrière, donc, on a des petites évolutions réglementaires. Un petit point très rapide aussi sur les réseaux. Donc, je vous ai parlé des classes de précision des réseaux. Donc, on a 3 classes de précision, ABC. C'est ce que vous allez retrouver sur les plans qui vont vous être transmis par un gestionnaire de réseau. Tout ce qui est en classe A, la précision du réseau, elle est entre 40 et 50 cm. 40 cm quand on a un réseau qui est rigide et 50 cm quand on a des réseaux souples, par exemple en PVC. C'est-à-dire que si vous voulez faire, si vous avez sur un plan un réseau de classe A qui passe ici, si vous vous mettez à 2 mètres pour faire vos travaux, vous êtes tranquille, il n'y a pas de risque d'endommager ce réseau. Classe B, donc la précision de la localisation du réseau varie, est inférieure à 1,50 m. Donc, si vous devez travailler à 1 mètre du réseau qui a été localisé ici sur le plan, vous pouvez avoir des doutes et vous n'êtes pas sûr que vous ne soyez pas en train de creuser directement au-dessus du réseau. Et puis, classe C, donc c'est les réseaux les moins bien localisés, dont la distance est supérieure à 1,50 m. Voilà les 3 classes des réseaux. Alors, je vous parlais aussi du géoréférencement, hein, donc c'était un des objectifs de la réforme, le géoréférencement des réseaux. Donc, comment se font ces référencements? Pour tous les travaux neufs depuis 2012, le géoréférencement doit se faire lorsque les travaux sont faits, donc on appelle en fouille ouverte, quand le trou est creusé, avant de positionner le réseau ou en positionnant le réseau, on doit faire passer un géomètre derrière certifié qui va relever les réseaux en X, Y, Z et qui vont être intégrés ensuite dans les bases de données. Si on est sur des réseaux plus anciens, donc qui datent d'avant 2012 et que vous êtes gestionnaire de ce type de réseau, vous allez devoir faire des relevés par traçage au sol, donc arriver à détecter le réseau et puis à le positionner précisément pour reporter tout ça dans votre SIG. Alors, on doit arriver à ce type de plan, hein, avec une localisation précise de l'ensemble des réseaux. Donc là, j'ai pris des exemples urbains parce que c'est là où on a le plus de réseaux enterrés, avec un petit rappel, hein, sur le code couleur. Donc, tout ça, c'est normé par une norme, avec chaque réseau à sa couleur. Des fois, ça a quelques difficultés quand on reçoit des plans avec les couleurs qui ne sont pas bien normées. Alors, comment on fait pour détecter les réseaux, hein, pour revenir sur le plan précédent, pour essayer de les positionner ou comment on les détecte avant les travaux? Donc, on a 2 solutions. Une méthode qui est dite non intrusive, donc on utilise des géoradars ou des systèmes qui marchent avec la détection électromagnétique. Ça, vous pouvez être susceptible d'en faire quand vous travaillez en régie, éventuellement pour aller essayer de localiser vos réseaux, ou en tant que gestionnaire sur les rivières, moins parce qu'on est plus intéressé par les digues, mais c'est pour rechercher des réseaux déjà existants. Et puis des méthodes qui sont dites intrusives. Donc là, on va creuser le sol pour chercher le réseau avec deux systèmes.
Donc, celui qui se développe beaucoup aujourd'hui, c'est avec les aspiratrices, parce que c'est un système qui est assez précis et on ne risque pas d'arracher les réseaux, en particulier électriques ou gaz, et des méthodes de terrassement, donc à l'ancienne, avec la pelle mécanique, on creuse tout doucement, et une personne est dans la fouille et va suivre précisément l'avancée de la pelle mécanique. Quelques mots sur le guichet unique, et puis on fera une petite pause s'il y a des questions. Donc, sur ce guichet unique, c'est lui qui a été créé en 2011 et il va concerner tous les acteurs, que ce soit les responsables de projet, les exécutants de travaux, les exploitants de réseau, des prestataires d'aide. J'en ai pas parlé, mais sur ma première diapositive, quand on est en contact entre les maîtres d'ouvrage, entre les responsables de projet, les exécutants de travaux et les exploitants de réseau, donc vous pouvez ou passer par le guichet unique, ou alors vous avez des prestataires privés qui font l'interface entre vous et le guichet unique, qui propose des solutions un peu plus faciles d'utilisation. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle les prestataires d'aide. Donc, pour revenir sur les acteurs de travaux, on va retrouver les collectivités territoriales et l'ADREAL qui vont passer sur ce guichet unique. Alors, comment il est financé? Il est financé en partie par les exploitants de réseau et les prestataires d'aide. C'est-à-dire que si vous êtes gestionnaire d'une digue, à un moment ou à un autre, potentiellement, quand vous allez enregistrer vos digues dans ce guichet unique, ce qui est une obligation, vous allez devoir payer une partie du fonctionnement du guichet unique. Alors, les modes de calcul sont assez compliqués, c'est en fonction du type d'ouvrage, du linéaire d'ouvrage, etc. Mais à titre d'exemple, je crois que pour le Grand Lyon, donc on a plusieurs milliers de kilomètres de réseaux d'assainissement, d'eau potable, un peu des digues. Donc, c'est des sommes qui doivent tourner autour de 3 000 à 4 000 euros par an, donc, pour être sur ce guichet unique. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce guichet unique? Donc, il permet déjà de consulter la réglementation, tous les arrêtés, les décrets, si vous voulez de l'information. Vous allez sur le site, je vous ai mis l'adresse ici, et vous récupérez tout ce qui va concerner la réglementation. C'est sur ce guichet unique aussi que vous allez trouver tous les guides techniques, les fiches, les manuels pédagogiques pour vous aider à remplir les DT, DCT, vous dire quand est-ce que vous devez le faire, pas le faire, quels sont vos droits, vos responsabilités. Vous devez vous inscrire en tant qu'exploitant de réseau et vous déclarer avec un numéro sur ce guichet unique, et puis référencer donc ce qu'on appelle des zones d'implantation d'ouvrages. C'est des grandes zones dans lesquelles vont passer vos ouvrages que vous gérez, justement pour que derrière, les responsables de travaux puissent trouver où se situent vos réseaux. C'est là où on fait aussi les déclarations en ligne, quand on est un maître d'ouvrage, donc l'ADT. C'est là où on va on va remplir en ligne l'ADT et on va récupérer sous format informatique un CERFA qu'on enverra au gestionnaire. Là aussi, j'y reviendrai. Vous pouvez trouver tout ce qui va être les plans des ouvrages qui ont été abandonnés depuis juillet 2012, qui sont en ligne là-dessus. Et vous verrez sur les documents aussi plus tard derrière que les DT et DICT, c'est deux faces d'un même document. Donc, quand vous remplissez votre DT, automatiquement, ça va pré-remplir votre DICT. Voilà ce que fait le guichet. Ce qu'il ne fait pas, il n'envoie pas les déclarations aux exploitants. C'est-à-dire que vous allez pré-remplir votre DT, récupérer la DT sur votre ordinateur ou l'imprimer et vous l'enverrez à l'exploitant. C'est de votre responsabilité. Le guichet unique ne fait pas ça. Il n'archive pas non plus les déclarations pré-remplies, c'est-à-dire que vous faites une déclaration sur le guichet, vous êtes ensuite obligé de l'enregistrer sur vos ordinateurs à vous. Vous ne pouvez pas aller rechercher d'anciennes déclarations que vous avez faites. Et non plus, quand on est sur la partie DICT, ça ne transmet pas les éléments de réponse des exploitants de réseau directement aux déclarations. C'est eux qui vont vous envoyer par courrier les éléments que vous avez demandés. Et non plus, il n'y a pas de plans qui sont envoyés directement par ce guichet. Donc ce guichet, ça sert essentiellement à contacter, que ce soit le responsable du projet ou l'exploitant, à contacter l'exploitant, et tout ce qui va être échange d'informations entre le responsable et les gens qui font les travaux et l'exploitant du réseau, ça va se faire directement par courrier.
Voilà, donc ce que je propose peut-être, Martin, c'est que tu reprennes la main et puis s'il y a des questions, qu'on essaye de répondre aux questions. Ça marche, oui, merci Hervé pour cette première présentation. Donc, on a déjà quelques questions sur le chat. J'invite ceux qui le souhaitent, soit pour compléter vos réponses ou pour réagir, à lever la main pour que je puisse vous donner la parole. Donc, je rappelle la manipulation. Il suffit de cliquer sur l'onglet participant en bas de votre écran, puis sur la petite main bleue en bas à gauche. Voilà, donc on va prendre les questions dans l'ordre pour commencer et n'hésitez pas à compléter. Donc, Claire Jeudi, donc du SMAP, demande si les compléments de localisation des réseaux, s'ils sont demandés, s'ils sont à la charge du maître d'ouvrage du projet ou du gestionnaire de réseau. Alors là, je vais y revenir. Donc, vous avez deux cas où vous avez ce qu'on appelle les IC. Donc, ça, c'est l'exploitant de réseau qui va demander au responsable du projet de le faire et de prendre en charge cette partie-là financière. Et dans certains cas, donc, c'est tout ce qui va être des mesures de localisation où c'est l'exploitant de réseau qui le fait tout seul et qui en prend la responsabilité et la charge financière. Donc, deux cas de figure. D'accord. Donc, Claire voulait réagir. Oui, Je te oui, laisse la donc parole. si j'ai bien compris, c'est s'il y a besoin de compléter la localisation de ces réseaux du fait d'un de nos projets, dans ce cas-là, c'est à notre charge. Et en revanche, dans tout autre cas, c'est bien le gestionnaire de réseau qui le prend en charge. Alors, je complète ma question. Est-ce que ça signifie que lorsqu'on intervient dans le cadre de nos travaux, il faut qu'on... oui, bah, résultat, j'imagine qu'il faut qu'on transmette la cartographie plus précise au gestionnaire de réseau. Oui, après, il y a une remontée d'informations, c'est-à-dire que vous voulez faire des travaux, faire des enrochements en bordure de rivière. Donc, il y a potentiellement un réseau qui va passer ici. Ce réseau est pas très bien localisé, il est en classe B ou C. Là aussi, j'y reviendrai, hein, j'anticipe un petit peu. Le gestionnaire de réseau vous demande de faire des investigations complémentaires, donc de localiser précisément son réseau, c'est à votre charge. Vous allez avoir les résultats, il va y avoir un géoréférencement et vous envoyez ce géoréférencement au gestionnaire de réseau qui va l'inscrire dans sa base. D'accord, ah, je vous remercie. Ensuite, on a toujours le syndicat de la Bourbe qui nous informe que certaines collectivités peuvent faire passer l'IPR en interne avec des personnes formées. Donc, je ne sais pas si c'est le cas au SMAB ou peut-être à la métropole, si vous voulez réagir là-dessus. Alors, pour la IPR, il faut regarder, effectivement, vous pouvez avoir des gens qui sont des formateurs à IPR dans votre structure, qui peuvent venir vous faire la formation à la IPR, mais pour passer l'information, c'est comme le code, vous devez vous connecter sur le guichet unique, vous aurez des questions qui vous seront posées, tirées au hasard, je ne me souviens plus, ça doit être une liste de 40 questions qui va être tirée au hasard, vous répondez aux questions et donc il y a des gens, oui, qui sont. Il y a quelqu'un de l'État hein, qui vient et qui surveille comment est fait les conditions de l'examen. Et derrière, vous avez vos résultats tout de suite. Mais effectivement, la formation peut être faite en interne, mais la réponse pour valider cette IPR, ça se fait via le guichet unique sous le contrôle de quelqu'un qui vérifie qu'il n'y a pas une triche pour répondre aux questions. Ensuite, on a une autre question qui a été relayée par plusieurs personnes, notamment des personnes qui ont des digues en gestion. C'est est-ce que les maîtres d'ouvrage ont obligation de passer l'IPR s'ils font réaliser leurs travaux en externe? Alors, le maître d'ouvrage, quand on intervient sur nos digues, euh, oui, parce que vous êtes vous êtes obligé d'avoir l'AIPR en tant que concepteur, y compris si c'est vos propres digues. Très bien.
Il y avait d'autres questions, non? Je regarde si. Hop, n'hésitez pas à lever la main pour compléter vos questions. Il y en a encore quelques-unes. Toujours du syndicat de la Bourbe. En devenant gestionnaire de digues, devons-nous faire un point sur les réseaux qui sont implantés sous les digues et les cartographier en cas d'intervention ultérieure? Oui, on est obligé, en tant que gestionnaire de digues, vous devez faire un levé topo de vos digues pour les avoir en classe A, donc à 50 cm, 40 cm de précision, et les réseaux qui passent à l'intérieur de vos digues doivent aussi être cartographiés. Voilà. Alors, ou vous le faites vous, ou il faut voir avec le gestionnaire, pour le gestionnaire du réseau, hein, EDF, GDF, pour le localiser précisément. Juste, il me semblait qu'il y avait un calendrier pour justement disposer des ouvrages, enfin des réseaux en classe A, Oui, avec un calendrier graduel. oui. Du coup, est-ce que les digues, enfin, quel est le calendrier pour les digues? Alors, je l'ai donc pour les gestionnaires de réseau, j'ai les dates. Je vous ai présenté les dates qui doivent être respectées un peu plus loin dans le diapo. D'accord, merci. Ensuite, c'est Sylvain Lé qui demande où est-ce qu'on peut savoir si une digue a été notifiée sur le guichet unique. J'imagine qu'on peut consulter sur le guichet unique. Oui, il faut aller sur le guichet unique. Mais si c'est vos digues à vous qui ont été récupérées récemment en tant qu'autorité gémapienne, il y a peu de chances pour que cette digue ait été localisée, géoréférencée correctement en classe A précédemment par d'anciens propriétaires. Ouais, je vous laisse réagir, Sylvain. Oui, merci du coup Hervé pour cette réponse. Alors à la fois du coup on est devenu gestionnaire sur une digue qui appartient à l'État, mais aussi du coup on a fait construire il y a près de 10 ans une digue. Donc je suppose que cette digue a fait l'objet du guichet unique, mais j'en suis complètement incertain. Donc j'irai vérifier tout ça à la fois avec mes collègues qui s'occupent de la partie économique et donc une grande partie des parcelles et des baux. Mais aussi du coup avec le côté bâtiment là, pour vérifier ces éléments-là par rapport aux IPR aussi. Mais bon, je pense que j'aurai les réponses sur le guichet unique ou avec mes collègues, j'espère en tout cas, mais je ne suis pas sûr que ça a été fait ou que ça a été fait correctement en tout cas. Ouais, donc, c'est des choses qui sont à faire. Et puis là, peut-être sur les digues, je vous renvoie sur France Digue, qui a sorti des notes sur les responsabilités, sur les obligations des gestionnaires de digues. Et peut-être on prévoit peut-être avec eux aussi de monter une formation, enfin, ou une sensibilisation plus spécifique sur les digues, mais avec France Digue, parce qu'ils sont beaucoup plus au point que nous là-dessus. D'accord, merci. Donc, n'hésitez pas à aller les solliciter. Très bien, merci Hervé. De rien. Une dernière question peut-être avant de passer à la suite. Est-ce qu'on doit faire des DT DICT uniquement en domaine public ou bien aussi lorsqu'on intervient en domaine privé? Alors, domaine public et domaine privé, vous êtes concernés par les DT DICT. La seule exemption, c'est si vous êtes sur une propriété qui est complètement close, donc un petit espace, et que vous avez déjà, enfin une petite propriété, ouais, donc du domaine privé qui est clos, et sur lesquels vous avez tous les plans de récollement. Si vous avez tous les plans de récollement dans cette parcelle close, vous n'êtes pas obligé de faire une DT DICT. Très bien. Merci beaucoup pour ces questions et ces échanges. Il y en aura d'autres. On va passer à la suite peut-être, Hervé. Ok. Mais pas très en avance, donc ouais. un peu plus Donc, rapide pour laisser plus d'échanges. Ouais, sur les responsables de projet. Donc voilà, je vous ai repris qui est le responsable de projet. Hein, c'est toute personne morale ou physique ou morale, droit public, droit privé, c'est pareil, et pour le compte de laquelle on va faire ces travaux. Donc ça peut être un EPCI, ça peut être un chef de projet, un technicien, etc. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Première chose, on va rédiger la DT, hein, ou la DICT, DT, DICT, si c'est du conjoint, c'est bien la partie DT.
On regarde sur le guichet unique qui sont les gestionnaires concernés. On va leur envoyer à tous ces gestionnaires des DT. Ils vont nous répondre, on analyse les récépissés et c'est là où ils ont deux possibilités, où ils demandent à la personne, donc au responsable de projet, de faire des investigations complémentaires, parce qu'ils ont des réseaux qui sont en classe B ou C. Donc c'est ce que je vous ai dit que ce n'était pas très précis. Donc là, ils vont demander de faire des réalisations complémentaires, ou ils n'ont pas, envie de vous demander de faire ces investigations complémentaires, et ceux qui les prennent à leur charge, technique et financièrement. Donc ça s'appelle des mesures de localisation. Donc ils viennent sur le terrain et ils localisent les réseaux avec vous. Une fois que vous avez les résultats de ces mesures de localisation et de ces investigations complémentaires, vous allez transmettre les données en partie aux gens qui vont faire les travaux et vous allez faire un retour vers le gestionnaire en lui envoyant tous ces réseaux qui sont localisés en classe A pour qu'il les intègre dans ces données. Donc voilà votre travail à faire. Et puis travailler sur des clauses techniques et financières à mettre dans le cahier, dans le CCTP. Et puis vous êtes responsable aussi du marquage, piquetage des réseaux avant de faire les travaux. Donc voilà la DT, à quoi ça ressemble, c'est ça, hein, c'est un document CERFA, comme ça, qu'on va tirer sur le guichet unique. Donc ça se fait en phase de conception, on le récupère sur le guichet unique, ou si vous avez un prestataire d'aide, via votre prestataire d'aide. Vous pouvez éventuellement demander à votre maître d'œuvre, si vous travaillez avec un maître d'œuvre privé, de le faire pour vous. Mais quoi qu'il en soit, vous garderez la responsabilité juridique. Si le travail est mal fait, si le maître d'œuvre ne le fait pas, c'est de votre responsabilité, c'est vous qui serez pénalement responsable. Et ces DT, elles sont valables 3 mois à partir du moment où vous faites la consultation du guichet unique. Si votre projet est long, vous allez être obligé de refaire des DT. Par exemple, avant la rédaction de votre CCTP, et puis une fois que le CCTP aura été fait, avant de passer, de notifier le marché à l'entreprise, vous serez peut-être obligé de refaire une DT si ça dure trop longtemps pour lui transmettre les informations. Voilà. Et donc, ça se renouvelle obligatoirement, sauf des cas qui sont très spécifiques, que j'ai plus en tête, mais on peut intégrer les cas où on ne fait pas de DT, où on ne les renouvelle pas. Donc ça, c'est tout mis dans le cahier dans le CCTP. Donc, vous voyez, vous avez donc pour chaque gestionnaire de réseau, vous faites une DT, donc c'est cette partie-là du document, avec les coordonnées de l'exploitant. Vous allez remplir vos coordonnées à vous, où se situe votre projet, la nature des travaux et le calendrier. Et puis, vous allez envoyer ça à l'exploitant pour qu'il vous renvoie de l'information. Donc voilà, hein, ça doit se faire pour un type de travaux très, très variables, hein, du reprofilage de berges un peu costaud avec de l'enrochement, des plantations, puisque vous venez, vous faites des fouilles avec des pelles mécaniques, d'autres exemples sur du travail de berge, ou dans ce cas de reprofilage, de travailler sur le réseau, parce qu'on est à côté d'une ligne aérienne. Donc là aussi, réalisation de DT. Une DT-DCT conjointe. Qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit qu'on pouvait l'avoir quand on travaille en régie. Voilà. Donc, vous allez remplir la partie DT et vous allez remplir la partie qui est à côté, qui est appelée DICT. Donc ça, quand c'est en régie. Mais vous avez la possibilité de faire ces DT, DICT conjointes quand vous allez faire des toutes petites opérations avec une emprise géographique qui va être très limitée. Donc, c'est une emprise géographique très limitée, c'est une zone de terrassement qui ne va pas dépasser 100 mètres carrés. Donc, vous n'êtes pas en régie, vous faites travailler une entreprise, mais vous bossez sur moins de 100 mètres carrés sur du terrassement. Donc, vous pouvez faire directement une DT, DICT conjointe pour gagner un peu de temps. Donc, le maître d'ouvrage, le responsable du projet, remplit bien cette partie DT et l'entreprise va remplir cette partie DICT. Mais on y reviendra. Et puis, vous pouvez faire aussi ces DT, DCT conjointes quand vous êtes simplement à proximité de réseaux aériens, donc vous ne creusez pas, et que vous n'avez aucun impact sur le réseau souterrain. Par exemple, vous faites de l'élagage, vous pouvez faire là aussi une DT, DCT conjointe.
Quel type de travaux? Les TDCT conjointes, ben voilà, typiquement des travaux en régie, un abreuvoir, des travaux très limités, donc mise en place par exemple d'une fascine avec un petit peu d'enrochement, vous êtes à moins de 100 mètres carrés, ne vous embêtez pas, vous faites une DTDCT conjointe ou d'autres travaux, là aussi, d'enrochement et de reprofilage un peu de berge sur un système qui est relativement local et qui va être très rapide dans le temps. DTDCT conjointe. Ensuite, une fois que vous avez fait vos DT-DCT conjointes, qu'est-ce que vous faites? Vous les envoyez aux exploitants de réseau par courrier, par mail, par fax ou via le prestataire. Alors, pour les gens qui sont un peu âgés comme moi, s'il y en a qui m'écoutent, le Minitel, ça ne marche plus. Hein. Donc, c'est bien courrier, mail ou fax. Et la date de réponse des exploitants, donc en général, entre 9 et 15 jours. 9 jours si tout se fait de façon dématérialisée et 15 jours si on fait tout ça par courrier. Donc, vous envoyez vos DT ou DTDCT conjointes et le responsable, enfin l'exploitant de réseau, va vous envoyer les réponses que vous allez devoir analyser. Donc, ça aussi, c'est une obligation du responsable de projet ou du maître d'œuvre, c'est d'analyser les récépissés de DT. Donc, l'exploitant, ici, va vous répondre en vous donnant les types de réseaux qui passent dans votre emprise de chantier, est-ce qu'ils sont en classe A, B, C, etc. Et il va vous demander, c'est là où il va vous demander à travers ce document, si les réseaux sont mal localisés, par exemple des réseaux en classe B ou en classe C, il va vous demander les investigations complémentaires qui seront à votre charge, où il va vous dire j'ai besoin d'un délai supplémentaire parce que c'est moi qui vais venir regarder où se situent précisément mes réseaux, et c'est ce qu'on appelle les mesures de localisation. Dans certains cas, il ne vous demande pas d'IC, il ne vous demande pas de mesure de localisation, mais il va demander un rendez-vous avec vous sur le site, il viendra avec ses plans et c'est lui qui va vous localiser très précisément son réseau. En général, ça se passe souvent comme ça avec GDF, parce qu'ils savent exactement où sont leurs réseaux. Par contre, ils ne veulent pas que les plans se promènent dans la nature, où ils veulent donner toutes les consignes de sécurité aux gens qui vont faire les travaux, enfin aux maîtres d'ouvrage directement. Donc, ils préfèrent le faire par oral et ils viennent beaucoup sur site. Et puis, vous allez devoir aussi analyser toutes les préconisations qui vous seront données sur les recommandations à faire pour la sécurité et qui vous devez appeler au cas où il y ait une dégradation d'ouvrage. Donc, pour localiser ces réseaux, donc c'est les investigations complémentaires ou les mesures de localisation. Donc, l'objectif, là, c'était de permettre aux entreprises de venir faire ces travaux avec des plans super précis pour travailler en sécurité. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est comme vous travaillez sur des réseaux qui vont peut-être être mal localisés, c'est d'aider l'exploitant à améliorer sa connaissance de ces réseaux, sa localisation, pour permettre à terme à ce que tous les réseaux en France soient de classe A, donc qu'ils soient tous localisés à 40 ou 50 cm. Les investigations complémentaires, donc ça c'est bien une demande de l'exploitant de réseau qui va le faire et qui va être sous la responsabilité et à la charge financière du responsable de travaux. Donc ça, c'était la question de tout à l'heure. Donc, on peut vous demander à vous de regarder précisément où sont les réseaux d'un exploitant qui n'est pas vous. Et donc, les mesures de localisation, là aussi, donc c'est l'exploitant qui va venir, qui va le demander, mais c'est lui qui va le faire pour tout ce qui est ces réseaux en classe B ou C, parce qu'il ne veut pas confier des investigations complémentaires à une tierce personne. Et donc là, ça va être sous la responsabilité et à la charge de l'exploitant. Mesures de localisation pour l'exploitant, investigation complémentaire pour le responsable de travaux. Une fois que vous avez localisé les travaux, il va falloir retransmettre ces informations à qui? Aux exploitants. Là aussi, c'est obligatoire. Et l'exploitant a aussi une obligation, c'est une fois qu'il a reçu ces nouvelles localisations, il a 6 mois pour intégrer tout ça dans son SIG, dans ses bases de données. Alors, il doit le faire en 6 mois, mais il peut aussi éventuellement rejeter les résultats que vous lui donnez parce qu'il estime que les résultats ne sont pas bons, que les méthodes faites pour chercher les réseaux ne sont pas les bonnes, etc., que le format que vous lui envoyez n'est pas le bon. Donc, voilà. Il peut refuser quand même, mais des cas bien spécifiques.
Et puis, donc, une fois que vous avez donné ces informations aux exploitants, vous allez devoir les passer aussi aux entreprises qui vont faire les travaux, donc à l'exécutant de travaux. Ça aussi, c'est obligatoire et vous devez transmettre non seulement les résultats, mais aussi les récépissés des investigations complémentaires, donc ce que vous a envoyé le gestionnaire de réseau. Et ça doit se retrouver dans les dossiers de consultation des entreprises. Donc, c'est une pièce annexe où on doit le retrouver donc, avec les bons de commande si vous travaillez par un marché à bons de commande. Je vous ai parlé des clauses techniques et financières. Donc, ces clauses techniques et financières qu'on va retrouver dans les CCTP. Donc là, c'est essentiellement fait pour garantir la clarté des relations donc, entre les maîtres d'ouvrage et les entreprises, pour essayer de limiter tout ce qui va être dommage au réseau et les contentieux. Et l'idée, c'est aussi que le maître d'ouvrage prenne ses responsabilités et laisse plus toute la responsabilité, toutes les conséquences des endommagements de l'entreprise au réseau. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver dans ces CCTP? Les cas en disant les travaux vont débuter après plus de 3 mois après la réponse au DT. Donc, vous allez dire je vais refaire une DT et vous aurez une DT à jour quand vous allez commencer vos travaux, ou ce sera à vous de refaire une DT. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est des cas spécifiques pour les travaux après plus de 3 mois, puisque je vous ai dit que les DT, elles étaient valables 3 mois. On peut trouver des alternatives à la réalisation des inspections complémentaires. On explique dans le CCTP qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de réponse à la DICT. Est-ce que les travaux s'arrêtent? Est-ce qu'on paye une partie financière à l'entreprise qu'on a retenue? Comment on fait pour s'arranger? On doit trouver un topo sur les marquages piquetage. Donc, quand est-ce qu'ils seront faits? Comment on fait quand ils sont enlevés pendant les chantiers? Tout ce qui concerne l'arrêt des travaux qui sont liés au réseau. Et puis, tout ce qu'on doit faire aussi pour récoller tous les réseaux neufs. Donc tout ça, toutes ces parties-là, ça doit se retrouver aujourd'hui dans un CCTP digne de ce nom. Marquage piquetage, donc ça c'est le dernier point qui est à la responsabilité du responsable des travaux. Donc ça c'est une obligation du responsable des travaux. Ça peut être confié, donc, ou c'est la plupart du temps où il est confié à l'exécutant de travaux, mais toujours sous la responsabilité du responsable de projet. Voilà. L'entreprise vient, c'est elle qui fait le piquetage-marquage, mais vous devez être normalement venir voir comment ça a été fait avec vos DT, et tout ça fait l'objet d'un compte-rendu de marquage-piquetage. Voilà. Ça, c'est obligatoire. Et ce compte-rendu est aussi établi donc, quand l'exécution de travaux fait des IC. Donc, on doit bien dire que les IC ont été faites, qu'on a vu tel réseau à tel endroit, etc. Donc, marquage piquetage sous la responsabilité donc, du responsable de l'ouvrage. Oui, un petit dernier point. Donc, on parlait du cahier des charges. Hein. Donc, avec notre maître d'œuvre, quand vous faites la consultation pour le maître d'œuvre, là aussi, vous pouvez lui confier certaines tâches. Hein. Vous n'êtes pas, en tant que maître d'ouvrage, obligé de tout faire. Donc, vous pouvez lui faire des tâches. Par exemple, vous pouvez demander à votre maître d'œuvre d'envoyer les DT, d'analyser les récépissés, de gérer tout ce qui va être hissé, de préparer toutes les clauses dont on a parlé précédemment, d'intégrer tout ça dans le CCTP. Voilà. De vérifier les compétences, hein, parce que je vous ai dit que sur les chantiers, il fallait que les encadrants aient l'AIPR et que certains conducteurs de travaux, conducteurs d'engins l'aient aussi. Donc ça, à vérifier. Vous pouvez demander ça avant le démarrage des travaux, de le faire par votre maître d'œuvre. Et puis, pendant l'exécution des travaux, donc tout ce qui va être contrôle des DICT, tout ce qui va être les opérations de marquage-piquetage, vous pouvez lui demander aussi. Donc, par contre, ça doit bien être formalisé dans vos pièces du marché avec maître d'œuvre pour lui dire que vous allez lui demander de le faire. Par contre, n'oubliez pas que il n'y a pas de transfert de responsabilité. Donc, si ce boulot-là est mal fait, c'est de la responsabilité du maître d'ouvrage. Et dernier petit point sur les obligations du responsable, on a évoqué rapidement les avis de travaux urgents. Donc, qu'est-ce que c'est que des travaux urgents? Des travaux qui ne sont pas prévisibles et qui sont obligés d'être faits pour des questions de sécurité, continuité du service public ou sauvegarde de personnes et biens. Comme là, vraiment, c'est imprévisible, vous êtes dispensé
de faire des DT, des ICT, donc en respectant bien sûr certaines conditions. Si vous prévoyez de bouger un réseau d'assainissement ou que vous aviez prévu, vous avez fait une VTA par exemple sur votre digue et qu'on vous dit que vous faites des travaux, vous ne faites pas les travaux, la digue s'abîme un petit peu et vous venez faire des travaux en urgence derrière, voilà, ce ne sera pas des travaux non prévisibles parce qu'ils auront été dans votre VTA. Donc dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vous dispenser de DT, d'ICT. Par contre, votre digue se porte bien, rien n'a mis en évidence une fragilité. Pour une raison X ou Y, la digue s'abîme, vous êtes obligé de venir au milieu de la nuit conforter votre digue. Là, pour le coup, vous êtes sur des travaux non prévisibles et vous ne faites pas de DT, d'ICT. Par contre, après les travaux, vous devez envoyer cet avis de travaux urgents pour informer le gestionnaire que vous avez modifié peut-être des éléments au-dessus ou à proximité de son réseau. Et puis, vous êtes obligé aussi de faire des contacts, d'avoir des contacts téléphoniques préalables avec les exploitants de réseau, même au milieu de la nuit. C'est pour ça qu'en tant que gestionnaire, on va vous demander de mettre un numéro de téléphone sur le guichet unique pour que vous soyez contacté si quelqu'un intervient à proximité de votre ouvrage. Voilà. Et dans ce cas-là aussi, c'est toutes les personnes qui interviennent doivent être titulaires de la IPR. Voilà, donc j'ai fini cette petite partie-là. Martin, s'il y a des questions? Oui, merci beaucoup, Hervé. Alors, il y avait une question dont on n'a pas totalement répondu, qui portait plus sur la première partie en fait, de Christophe Ducisalbe. Pour qui les ouvrages de classe C, les gestionnaires d'ouvrages de classe C devaient à leur charge cartographier les réseaux sur leurs ouvrages. Quand il y a des... j'ai pas compris En la fait, question. la charge de localisation des réseaux dépendait de la classe des ouvrages pour les digues. Je ne sais pas si tu as des informations là-dessus ou si tu confirmes Non, ce que disait Christophe. j'ai pas d'infos là-dessus. D'accord. Donc là, pareil, il faut peut-être voir sur cette partie spécifique sur les digues, il faut peut-être voir avec France Digue. Vous regardez sur le guichet unique à qui est le... Ouais. Oui, parce qu'il y a deux choses. C'est où votre digue elle est mal localisée. Vous êtes gestionnaire d'un ouvrage, la digue est mal localisée. Donc c'est bien à vous de faire la localisation de cette digue-là et de la passer en classe A. Mais vous pouvez avoir aussi des réseaux de gaz ou des réseaux électriques qui passent au travers de votre digue. Et ces réseaux électriques qui vont passer au travers de votre digue peuvent être eux-mêmes en classe C, donc mal localisés. Donc là, je ne sais pas comment ça, si on parle de ces réseaux-là, qui a la charge de faire la localisation correcte. C'est là où il faudrait peut-être voir France Digue. D'accord. Je ne sais pas, Christophe, du coup, si ça répond à votre question. Comme vous n'avez pas de micro, vous pouvez répondre sur le chat directement. On va passer à la suivante. Donc, toujours le SMAB, qui indique que les coûts de terrassement pour localiser les réseaux sont non négligeables. Oui. Donc, pensez que... Oui, alors, je vais vous laisser directement compléter peut-être. J'ai entendu. Oui, donc juste, Oui. J'avais en tête des débats avec les exploitants sur ce coût de prise en charge et effectivement, les exploitants de réseau, pour certains, essayent de minimiser leur coût d'intervention en demandant le plus possible aux maîtres d'ouvrage d'intervenir. Oui. Et il me semblait que dans la mesure où ils ne disposaient pas, par exemple, de réseau de classe A à la date réglementaire, c'était à eux de supporter les coûts justement complémentaires, d'investigation complémentaire pour atteindre la précision. Et ce qui était plutôt une bonne chose, ce qui les obligeait aussi sur plusieurs années à s'organiser pour préciser leur plan. Et donc, ce n'est pas forcément toujours le maître d'ouvrage, il me semble, qui doit payer ces investigations, quoi. Alors oui, là c'est des cas, ça c'est des cas spécifiques. C'est le cas spécifique d'un maître d'ouvrage qui ne respecte pas la réglementation et qui profite, d'un exploitant de réseau. Ouais, c'est le cas spécifique d'un gestionnaire de réseau qui ne respecte pas la réglementation parce qu'il n'a pas mis, il s'est pas mis aux normes en fonction des dates et qui va demander
à la personne qui fait les travaux, donc au maître d'ouvrage des travaux, de payer. Donc là, oui, il y a des dérogations possibles. C'est vrai que c'est pas négligeable, enfin, le coût pour Oui. arriver à ces classes de précision est relativement significatif. Donc c'est vrai qu'ils peuvent être amenés à faire peut-être une partie de l'impasse et demander au maître d'ouvrage d'en supporter une partie. Il faut être vigilant. Oui. Alors là, des fois, il y a des négociations aussi qui peuvent s'engager avant. C'est quand vous faites votre DT, vous voyez qu'il y a des réseaux qui sont en classe B ou C, et vous pouvez vous mettre en rapport directement avec l'exploitant, le gestionnaire de réseau, et lui demander d'en prendre une partie à sa charge. Alors ça se fait aussi, c'est des choses qu'on fait à la métropole quand on est sur des coûts qui sont exorbitants parce que tous les réseaux sont en classe B ou en classe C. Mais ça rejoint en fait la question de Christophe du CISALP qui confirme aussi que pour lui, si la classe de précision du réseau n'est pas conforme à la réglementation, les coûts de localisation peuvent être à la charge de l'exploitant. Oui. Très bien. Une question de Nicolas de Lara. Où est-ce qu'on trouve les contacts à qui envoyer les DT et DICT? C'est par le guichet unique, c'est bien ça? Oui, c'est par le guichet unique, oui. Donc, vous regardez dans le guichet unique, donc tu fais un polygone d'implantation de ton ouvrage. Et donc là, le guichet unique va te sortir directement la liste des gens qui ont des réseaux qui passent ici et charge à toi de les contacter. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas soit à lever la main, soit à passer par le chat avant qu'on passe à la suite. Oui, je vais laisser la parole à Arnaud. Vous m'entendez là? Oui. Ouais, pardon, à chaque fois je me trompe pour le haut-parleur. Oui, juste pour préciser qu'en fait, quand on fait le polygone, on a la liste des exploitants et on a aussi la précision pour l'envoi, savoir si ils sont équipés d'un envoi, enfin une réception par électronique, par mail, ou s'il faut le renvoyer par courrier. Voilà, c'est assez bien fait, c'est pratique. Oui, c'est super pratique, oui. Voilà, c'était tout. Merci. Merci pour cette précision. Et Claire Jeudi maintenant. Oui, excusez-moi. En fait, il y a une chose que je n'ai pas comprise pour ce qui concerne le guichet unique. Il y a une adhésion, enfin, il faut adhérer pour y accéder, il faut payer. Enfin, j'ai pas compris si on. Non. Le guichet unique, il est ouvert à tout le monde et vous n'avez pas besoin d'adhérer. Les seuls qui sont obligés de payer l'utilisation de ce guichet unique, c'est le gestionnaire de réseau. Voilà. D'accord. Donc, il y a un calcul qui se fait derrière en fonction de votre linéaire, etc. Donc, les structures GEMAPiennes qui ont des digues à gérer doivent normalement inscrire ces digues depuis 2016. Donc, c'est récent, hein, tout le monde n'est pas au courant encore parce qu'on n'a pas l'habitude en tant que gestionnaire de digue. On doit inscrire ces digues dans le guichet unique. Et à partir de ce moment-là, vous allez être référencé comme gestionnaire et vous allez avoir une participation financière Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Autrement, aujourd'hui, vous pouvez y aller en tant que maître d'ouvrage. Vous pouvez regarder, voilà, ça ne vous coûte rien. Par contre, ce qui vous coûte, c'est si vous ne voulez pas travailler directement avec le guichet unique et que vous voulez passer par un prestataire de service. D'accord, des ICT Services, enfin des ICT Services, France, je ne sais pas quoi, tous ces réseaux-là. Donc, vous pouvez passer par ce prestataire et donc là, vous avez un abonnement à payer auprès de ce prestataire qui fait l'interface. D'accord, merci. Voilà. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à la partie suivante. Oui, je crois que je suis en train de dépasser le temps, non? Il nous reste 15 minutes. Ok, bon, je continue. Donc, on va partir sur les exécutants, les responsabilités des exécutants de travaux. Donc, c'est les entreprises de TP ou c'est vous si vous travaillez en régie. Hein, ça peut être un agent ou l'entreprise de TP. Donc, son obligation à lui, ça va être de rédiger la DICT ou la partie DICT de la DT quand c'est une DT conjointe. Il rédige cette partie-là, donc il va envoyer planning, précision sur les travaux à l'exploitant du
du réseau. Donc, il envoie la DIT, il rédige, il envoie la DICT. L'exploitant de réseau lui répond et l'exécutant de travaux doit analyser les récépissés des DICT, préparer le chantier et bien sûr exécuter les travaux. Donc, si on regarde ces parties-là, donc la DICT, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la partie qui est accolée à la DT. Donc, vous allez retrouver les coordonnées de l'exploitant du réseau, les coordonnées de l'exécutant du projet, donc de l'entreprise ou de vous si c'est une DT conjointe, l'emplacement du projet et une nature des travaux. Donc tout ça, c'est codifié dans le guide, savoir si vous allez mettre des pales planches, si vous allez creuser, mettre des berlinoises, etc. Et un calendrier un peu plus précis. Donc vous envoyez tout ça, c'est la responsabilité de l'exécutant des travaux. Vous précisez donc tout ce qui est, on a vu, nature des travaux, calendrier, les techniques utilisées. Et vous devez le faire pour, on revient à ce que j'ai dit au début, tous les travaux sur lesquels vous allez faire des fouilles ou si vous faites des travaux à proximité de réseaux aériens. Et là aussi, on revient bien, c'est pour le domaine public et pour le domaine privé. Ces DICT sont valables 3 mois à partir du moment où on consulte le guichet unique. Et si vous démarrez vos travaux avant les 3 mois d'arrivée à échéance, elles sont valables ensuite toute la durée du chantier après le démarrage des travaux. Donc 3 mois et après toute la durée du chantier. Donc l'envoi des DT DICT conjointes, alors là aussi, à charge de l'exploitant de réseau concerné, donc on les envoie plutôt aux exploitants de réseau concernés et c'est à charge de l'exécutant des travaux. Et là aussi, c'est un envoi via courrier, mail, fiat, etc. Toujours pas de Minitel, pas de pigeon voyageur non plus. Délai des réponses des exploitants, entre 7 et 15 jours, si c'est par courrier ou si c'est fait par voie postale. Et là, donc, j'insiste bien, pas de démarrage de travaux s'il n'y a pas de réponse de l'exploitant du réseau sensible. Bon, on est bien sur un réseau sensible, gaz, électricité. Si vous avez un exploitant de réseau sensible qui ne vous répond pas à votre DICT, donc pas de démarrage de travaux. Donc, dans ce cas-là, il y a des procédures de relance qui sont possibles. Et puis, donc là aussi, s'il y a pas si au bout de la relance, il ne se passe rien, donc c'est des conditions d'arrêt de chantier ou de non-démarrage. Donc, c'est des choses qu'on doit retrouver dans le CCTP qui va préciser comment on arrête le chantier, qui fait quoi, ce qu'on doit payer à l'entreprise. Donc, on va recevoir les récépissés des DT, des CT conjointes. Donc, avant de préparer le chantier, il va falloir prendre en compte les DT initiales avec les plans, où est-ce qu'ils se situent, quelles classes ils sont, les résultats des investigations complémentaires ou des mesures de localisation. Et puis, dans les récépissés de DICT, on va retrouver tout ce qui va être recommandations pour la sécurité et qu'est-ce qu'on fait en cas de dégradation des ouvrages. Donc, vous allez retrouver tout ça, il va falloir analyser. Donc, il y a une analyse en tant que, si vous êtes en régie, analysez bien les plans des réseaux jusqu'à 2 mètres autour de l'emprise de votre chantier, regardez les classes de précision, la légende, est-ce que c'est des réseaux sensibles ou non, et puis tout ce qui va concerner le marquage-piquetage, donc j'insiste bien, avec les comptes rendus. Et en fonction de tous ces résultats-là, vous allez devoir adapter vos techniques de travaux à proximité des réseaux, peut-être travailler, creuser avec des aspiratrices, creuser à la main, prévoir une personne à côté ou devant l'appel mécanique qui va suivre l'avancée des fouilles. Donc ça, c'est tout ce qui concerne ensuite la préparation du chantier, c'est d'évaluer les risques et adapter les moyens, bien reconnaître, aller sur le terrain pour essayer de reconnaître les affleurants. Donc, je vous ai remontré des affleurants ici. Ça, c'est pour les réseaux, les réseaux électriques souterrains enterrés, les réseaux aériens. Et puis, au niveau du chantier, préparer que les personnels qui vont venir travailler sur le chantier, là, dans vos équipes, qu'il y ait bien tout le monde et les AIPR. Et un point aussi important, c'est que tout ce qui est DICT ou DT, DICT conjointe et les récépissés doivent être présents sur le chantier. Vous n'êtes pas à la merci d'un contrôle par les services de l'ADREAL, si vous êtes à proximité de réseau, qui viennent vérifier que vous ayez bien tout sur le chantier. Si ce n'est pas présent sur le chantier, vous êtes passible de sanctions.
Voilà, donc pour exécuter les travaux, donc je ne m'étends pas là hein, sur les préconisations. Je vous renvoie sur le guide hein, qu'on va retrouver, le fascicule 2, sur le guichet unique, donc qui s'appelle Guide technique et qui explique comment on doit creuser, ce qu'on doit faire, tout ce qu'on fait pour prévenir les risques pour le personnel et les riverains, et puis comment on fait pour protéger là aussi les réseaux. Alors, le cas particulier donc, pour l'exécutant des travaux, c'est qu'est-ce qui se passe si on endommage des réseaux. Alors, ou si on trouve de nouveaux réseaux. Donc, il y a les deux situations. C'est vous avez bien fait toutes vos DT, DCT, et en creusant, vous trouvez un réseau inconnu ou un réseau qui est mal positionné. Qu'est-ce qu'on fait? Immédiatement, on arrête tous les travaux. Vous alertez le responsable du projet et il y a un constat contradictoire qui va se faire, qui s'appelle arrêt de travaux. Donc, c'est une fiche CERFA qu'on va trouver là aussi sur le guichet unique qui va être à remplir de façon contradictoire. Et puis, c'est le responsable du projet qui va faire une analyse, éventuellement appeler les gestionnaires de réseau, leur demander s'ils sont sûrs de la localisation, s'il n'y a pas un vieux réseau abandonné qui traîne, si on n'a pas oublié un truc. Puis, donc derrière, c'est lui qui prend la responsabilité d'arrêter complètement les travaux ou de les faire poursuivre. Ça, c'est quand on découvre des nouveaux réseaux. Et quand il y a un endommagement de réseau, là aussi, on arrête immédiatement. Une pelle mécanique qui arrache un réseau électrique, un fil électrique ou qui tape dans une canalisation de gaz, on arrête automatiquement. Qu'est-ce qu'on fait? On alerte l'exploitant et le responsable du projet, donc les deux, non seulement le responsable, mais aussi l'exploitant, et on va signer aussi un constat contradictoire, mais qui va être rempli cette fois-ci avec l'exploitant du réseau. Et derrière, donc, une fois que ce papier aura été signé, là aussi, il y aura une décision de poursuivre ou non les travaux après analyse. Donc, c'est bien le responsable de projet, mais en lien aussi cette fois avec l'exploitant des réseaux qui va décider de poursuivre ou d'arrêter en fonction de la gravité du réseau qu'on a touché. Donc là, un point particulier, hein, vous êtes gestionnaire de digue, il y a des travaux qui se font à proximité de votre digue et pour une raison X ou Y, l'entreprise commence à attaquer ou creuse un petit peu dans le pied de la digue. Donc vous êtes dans un cas typique d'endommagement de réseau hein, et vous devriez être averti qu'on a commencé à creuser la digue et donc les travaux devraient s'arrêter automatiquement. Alors ça, ce n'est pas encore rentré dans les normes. Donc, je vous ai mis aussi que c'était un délit hein, si vous endommagez un réseau ou si quelqu'un endommage votre réseau et ne vous dit rien si vous êtes exploitant. Voilà, donc quand on arrête les travaux, donc juste un truc important, donc c'est la règle des 4A, les gestes qu'il faut faire. Donc c'est arrêter automatiquement tous les engins, arrêter de fumer, voir si on peut dégager les engins sans créer plus de problèmes. On alerte les secours, on essaye d'aménager autour de la fuite si on est sur des réseaux de gaz ou des réseaux dangereux un périmètre de sécurité pour que le gestionnaire puisse venir réparer son réseau et pour que les secours, s'il y a des blessés, puissent venir. Et puis, on accueille les secours et on se tient à leur disposition. Voilà. Donc, j'ai fini sur l'exécutant des travaux. Je ne sais pas s'il y a quelques questions ou si je continue sur le gestionnaire, Martin. On n'a pas de questions sur le chat. Je ne sais pas si vous voulez lever la main pour réagir. Alors, on est peut-être un peu moins concerné, à part quand on fait des travaux en régie. Effectivement. Voilà. Je ne sais pas si toi, Hervé, du coup, tu as eu déjà ce cas de figure, peut-être à la métropole, des exemples de… Bon, nous, jamais, parce qu'on a super bien travaillé, tout était fait nickel. Donc, non, mais ça m'est pas… Enfin, si, ça arrive, mais c'est plutôt des endommagements sur du réseau d'eau potable ou réseau d'assainissement quand on fait les travaux. Et là, effectivement, tout le monde est briefé, donc il y a un arrêt systématique des travaux. Très bien. On passe sur les gestionnaires. Ouais, je pense qu'on peut terminer et puis on fera un temps d'échange à l'issue de la présentation. OK. Donc, la partie sur les gestionnaires de réseau, donc les obligations du gestionnaire de réseau, donc c'est de référencer ces réseaux. Donc, c'est de s'inscrire sur le guichet unique, ouvrir un compte et là, déclarer et référencer l'ensemble des réseaux. Alors, quand on parle d'ensemble des réseaux, je fais un point particulier, c'est tout ce qui va concerner les digues et les ouvrages qui sont conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et submersions, comprises ou non dans un système d'endiguement. Donc,
des vieux ouvrages, par exemple, qui ne sont pas encore compris dans des systèmes d'endiguement, c'est bien à considérer comme du réseau. Et si vous avez des digues et peut-être un peu plus loin sur la digue ou en amont sur un cours d'eau, un ouvrage qui sert à empêcher la remontée d'eau, donc cet ouvrage fait partie, donc c'est bien un ouvrage qui va être conçu pour prévenir les inondations, qui peut être ou non dans le système d'endiguement. Cet ouvrage peut aussi être considéré comme faisant partie de votre réseau. Vous êtes gestionnaire de cet ouvrage, donc vous êtes obligé de le mettre. Il ne faut pas simplement penser aux linéaires de digues qu'on peut trouver au bord des cours d'eau. Donc, vous devez déclarer et référencer vos linéaires et vous devez enregistrer aussi ce qu'on appelle une zone d'implantation d'ouvrage. Donc, c'est une zone d'implantation d'ouvrage, c'est ce qui est représenté en bleu sur cette partie-là. C'est une bande de 100 mètres de large qui est centrée sur le réseau. Donc, en l'occurrence, il y a une digue qui passe, ça va être 100 mètres centré sur votre réseau qui va être là. Et c'est cette partie, c'est ce qui va servir après quand on va être sur le guichet unique, quand vous allez dessiner une emprise de travaux ici. Donc, vous allez être averti en tant que gestionnaire et vous allez voir en tant que responsable de travaux le nom de ce gestionnaire qui apparaît parce qu'il va être dans le secteur ou à proximité. Donc, c'est votre zone d'implantation des ouvrages que vous devez déclarer. Donc, vous référencez les réseaux et puis, en tant que gestionnaire, vous devez répondre aux déclarations ou aller sur site si besoin. Donc, vous devez répondre avec les récépissés et les plans à toutes les DT, DICT qui vous seront DICT qui vous seront faites ou les autorisations pour les avis de travaux urgents. Donc, dans les délais réglementaires, donc c'est 9 jours ou 15 jours en fonction de si on vous consulte via voie dématérialisée ou via papier. Et dans le cas d'ATU, c'est de répondre le plus vite possible. Donc, répondre avec le récépissé, donc ça veut dire envoyer un récépissé, donc aller chercher le récépissé, le formulaire SERFA sur le guichet unique, le remplir et le renvoyer au responsable de travaux si c'est une DT ou à l'exécutant des travaux si c'est une DICT. Donc, vous devez mettre la catégorie d'ouvrage. Est-ce que vous êtes sensible, non sensible? Pour les gestionnaires de digues, donc c'est les ouvrages qui sont sensibles. Est-ce que votre classe de précision, elle est en classe A, B ou C? Est-ce que vous êtes très précis ou pas très précis? Et puis, un plan à l'échelle qui va être coté et qui va être au format qui va être demandé par le déclarant. Donc, si vous n'avez pas de plan à fournir, vous pouvez décider de faire une réunion sur site avec les responsables des travaux ou éventuellement avec le responsable du chantier derrière. Donc, les catégories d'ouvrage, la classe de précision, les plans, les fiches qui vont éventuellement demander au responsable du projet de faire une inspection complémentaire si besoin, et puis tout ce qui va être des recommandations spécifiques, là aussi si besoin, sur votre dit. Donc, vous devez répondre à ces déclarations ou aller sur le site. Et puis, vous avez aussi comme obligation d'améliorer votre cartographie. Donc, ça veut dire chaque fois que vous demandez des IC, ces IC, les résultats de ces IC vont vous être transmis par le responsable de projet. Il va falloir que vous intégriez tout ça et que vous fassiez du géoréférencement de tous vos nouveaux ouvrages ou toutes les modifs sur vos ouvrages qui vont être faites. Tout ça, ça doit être intégré dans votre base de données. Et donc, on posait la question tout à l'heure des dates de géoréférencement. Donc, tous les ouvrages nouveaux qui sont construits depuis le 1er juillet 2012, qu'ils soient sensibles ou non sensibles, doivent être géoréférencés en classe A, c'est-à-dire à 50 cm ou 40 cm près. Et l'échéancier qui est à venir, c'est qu'au 1er janvier 2020, tous les réseaux sensibles qui sont en unité urbaine, c'est-à-dire plutôt les parties vides, qui ont une définition de cette unité urbaine, tous les réseaux doivent être en classe A. Il y a plein de collectivités sur les réseaux sensibles ou plein de gestionnaires qui ne sont pas encore en classe A. 2026, c'est tous les réseaux sensibles qui sont hors unité urbaine. Donc, tous les réseaux sensibles au 1er janvier 2026 doivent être en classe A et tous les réseaux non sensibles qui sont en unité urbaine. Et en 2032, tous les réseaux doivent passer en classe A. Donc, voilà pour
pour la question de tout à l'heure sur les délais, 2020, tout ce qui est sensible en ville, ça doit être fait. 2026, tout ce qui est sensible hors ville doit être fait. Et tout ce qui est non sensible en ville doit être fait. Et 2032, tous les réseaux. Les dernières obligations donc, du gestionnaire, donc ça va être de répondre 24 heures sur 24 aux commandes UTER s'il y a des travaux urgents. C'est pour ça que vous fournissez un numéro de téléphone qu'on met dans le guichet unique. Et puis, payer aux responsables de projet les IC. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que c'est dans certaines conditions. Oui, j'ai oublié de mettre dans certaines conditions. C'est ce qu'on a vu, tout à l'heure. Donc, quand on ne respecte pas la réglementation, dans certains cas, on peut s'arranger avec le responsable de projet et lui payer une partie des investigations complémentaires. Voilà. Et pour tous les exploitants, donc de réseaux qui sont supérieurs à 500 km, donc ça ne concerne pas quand on est sur des digues, à part les grosses structures. Donc il va falloir archiver tous les constats contradictoires d'endommagement des réseaux. Donc chaque fois que les digues vont être un peu touchées, il va falloir archiver tous ces constats et puis établir des bilans annuels, nombre de déclarations, les dommages qui ont été faits, le linéaire qui est en classe A, qui passe en classe B, etc. etc. Donc ça, c'est des obligations qui sont un peu moins, qui vont nous concerner un peu moins en tant que gestionnaire de digue. Voilà. Et puis pour finir, donc les sanctions. Alors, il y a toute une liste de sanctions. Je ne vous les ai pas toutes mises. Simplement, c'est que l'organisme qui s'occupe de toutes ces sanctions, qui fait l'animation et le conseil, donc c'est l'ADREAL. Donc c'est eux qui viennent sur les chantiers, qui inspectent les chantiers, qui viennent vérifier si vous avez bien les DDT, DICT, enfin les DICT, les comptes rendus sur le chantier. Ils sont susceptibles de suspendre des travaux en cas d'urgence, quand il y a des problèmes qui sont liés à la sécurité. C'est eux, quand on tape dans les réseaux, donc quand on a des cas d'endommagement, qui viennent faire les inspections. Ils envoient les courriers d'avertissement pour les chantiers qui sont en infraction et puis des sanctions pour les récidivistes, aussi bien des sanctions administratives que sanctions pénales. Et c'est eux qui ont en charge au niveau national de faire le suivi de l'endommagement de ces réseaux. Alors, juste un petit exemple, une absence de DT pour un responsable de travaux, 15 000 €. Donc, c'est des coûts qui sont quand même relativement élevés. Donc voilà, j'ai fini. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie de votre indulgence pour ce premier webinaire de Lara. On l'a fini, ouais.